Bon, bienvenue à tous pour cet après-midi. Donc là, on a vraiment vu les aspects, un petit peu les aspects artistiques et un petit peu l'aspect vocologie et les aspects cliniques. Et nous allons revenir sur l'aspect artistique, mais du point de vue du beatboxer participant à des activités scientifiques. Donc, je remercie grandement Polo d'avoir répondu présent à notre invitation et de nous partager sa vue de l'intérieur, à la fois en tant que beatboxer et puis passionné de science et acceptant de participer aux multiples protocoles que lui soumet Alexis juste à côté. Donc, voilà. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne. En toute chose, je tiens à remercier évidemment Nathalie Heinrich pour l'organisation de cette belle journée, son invitation, et à remercier Lisa pour ce travail auquel j'ai été invité en tant que sujet. Merci de porter de l'intérêt à notre discipline et de faire bouger les choses. Voilà. Cette évolution de la science autour de notre discipline nous rend bien service, à nous les beatboxers. On a besoin de réponses, vous avez besoin de données, il n'y a pas de problème pour faire cet échange. Donc je me présente rapidement. Moi, je suis Paul Vigne, donc a.k.a. alias Polo. J'ai un profil de musicien, comédien avec une spécialité beatbox. C'est mon métier depuis 10 ans et je pratique la discipline depuis une quinzaine d'années. Dans un premier temps, je vais vous donner un retour sur tous les protocoles auxquels j'ai été soumis ou invité à participer dans le cadre des différentes études du CNRS sur le beatbox. Donc, j'ai collaboré avec le Gypsy Lab à Grenoble et je collabore avec Alexis Bouet, qui fait sa thèse aussi sur le beatbox à Paris 3, LPP Paris 3. Et de manière antérieure, moi, je collabore avec le CNRS depuis 2016, où, dans un premier temps, j'avais été invité à reprendre et terminer un cours de beatbox qui était dans le cadre d'un programme de sauvegarde de patrimoine immatériel européen qui s'appelait iTreasure. Voilà. Dans ce premier travail, cette première collaboration, j'ai été soumis à l'HyperHelmet, qui est l'hypercasque, qui est donc une installation qui est à Paris, au LPP Paris 3, qui comprend 2 capteurs piézoélectriques sur les narines, une caméra frontale, un micro-casque, un EGG, et je pense que j'ai fait le tour, et un capteur à ultrasons sous le plancher buccal. Voilà. Donc, ça avait l'avantage d'un ensemble plutôt non intrusif, qui permet une prise de mesure assez globale. Petit défaut sur la stabilité du capteur à ultrasons avec l'appareil. Pour proposer une amélioration, c'est vrai que je pense qu'en fin de compte, le sujet pourrait tenir le capteur, mais qu'il faudrait juste en fait quelque chose de collé qui mette les limites pour qu'en fin de compte, il y ait un socle, si vous voulez. Il faudrait raser le sujet, puis coller des limites pour le capteur et pouvoir le positionner. Ça permettrait vraiment de pouvoir se soulager en fait d'une posture vraiment figée et d'avoir le matériel qui peut s'enlever et se remettre avec un point d'ancrage qui permette une mesure régulière. Notamment, j'insiste sur le fait que le capteur à ultrasons, pour la production de certains sons, sachant qu'on a un plancher buccal très musclé, ça peut être très difficile. À savoir, je pense à des cough snares ou même des fois des sons un petit peu plus simples. Il y a vraiment des contractions qui rendent, avec l'HyperHelmet par exemple, le capteur, même quand le casque était encore opérationnel, je ne connais pas, il y avait une déviation qui pouvait se produire. Voilà. Ensuite, EVA 2, mesure aérodynamique, que j'ai fait à Paris 3. Chez vous, j'ai eu un t-shirt, c'était autre chose. Oui, j'ai pas fait d'EVA 2 chez vous. Voilà. Donc, EVA 2, mesure aérodynamique. Alors, la gaine nasale pour la mesure de la pression intra-orale est évidemment un petit peu intrusive, on ne le cache pas. Il peut y avoir une obstruction par le mucus, donc ça c'est à surveiller d'ailleurs dans la prise de mesure. Les caches en silicone qui en fait sont plusieurs tailles universelles et qui sont vraiment en forme d'entonnoir, en fin de compte ne sont pas hyper hermétiques. Donc je me souviens moi de performer tout le temps avec les mains sur le côté pour hermétiser l'appareil et puis essayer de ne pas avoir de fuite d'air, pas de perte de signal. J'encourage les gens, alors je ne sais pas à quel point vous avez des contacts ou la main mise pour proposer des améliorations sur le matériel.
Mais là aussi, soit quelque chose qui puisse être moulé sur mesure, ça se serait bien évidemment, mais sans en venir jusque-là, est-ce qu'un matériel qui soit, en fin de compte, une gaine qui puisse être jetable, mais thermoformée avec un sèche-cheveux ou avec un peu de chaleur sur le sujet, c'est pas possible. Ou sinon, avoir en fait un tissu adhésif complémentaire qui puisse permettre de fixer ça pendant les prises de mesure, parce que ça permettrait vraiment un gain de confort par rapport à la posture. Et nous, c'est vrai qu'on préfère performer les mains libres. Plus on est libre dans notre façon de performer, plus on est fidèle à notre performance, à notre façon de produire nos sons dans un environnement naturel, si je puis dire. Voilà. Autre chose par rapport à EVA 2, je ne sais pas de quand date l'installation et le boîtier qui fait la réception des signaux et qui mesure le débit d'air. Mais bon, c'est un truc assez conséquent qui, je crois, fait à peu près cette taille-là, la taille voilà. Si ça pouvait être réduit, éventuellement être portatif, n'avoir que les câbles qui sont liés à l'ordinateur et pouvoir le porter, pourquoi pas, avec un élastique et donc un masque comme ça, et avoir juste le boîtier à la manière d'un masque chirurgical, ça pourrait être super, ça, par exemple. Donc, là, si on gagnerait en liberté, on ne serait pas sur le pied, on ne serait pas figé. Voilà, parce que c'est vrai que aucune mobilité du corps, de la tête, du cou, bon, c'est déjà quelque part une contrainte dans le cadre de la production des sons de beatbox par rapport à notre environnement naturel, comme je le disais. Emma, que j'ai eu la chance de faire au Gypsy Lab, donc ici à Grenoble. Alors, les capteurs sur la langue, très intrusifs évidemment. Ça, je me souviens que c'était infernal. Entre la taille de la cellule, un peu de silicone autour, je crois, c'est ça, pour le rendre, voilà, la colle et tout ça, c'est vraiment très particulier. C'est surtout au niveau de l'intrusion, la méthode la plus contraignante dans la production de certains sons. Donc là, vraiment, il y a des sons, on ne peut pas les reproduire fidèlement. On ne peut que tenter de le faire au plus proche possible. Alors, ça peut être sur des sons très simples, comme un charlet. Je me souviens avoir aucun problème sur les productions de kick, par exemple. Mais c'est vrai que bon, rien qu'un charlet, c'était difficile. Une case snare avec les capteurs latéraux. Voilà, là, le point de friction qu'on utilise, sur lequel on vient claquer la caisse claire, c'est compliqué. Et bon, c'est vrai qu'en me projetant, dans l'idée de se projeter sur d'autres prises de mesure, sur des sons plus complexes, qui soient voilà, autre chose, on fait des fois des choses extrêmement fines. Je pense par exemple à des sifflements très fins comme les oiseaux. C'est vraiment très, 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 très fin. C'est une posture vraiment minuscule. Et donc, avec un capteur comme Emma sur la langue, on ne pourrait pas produire ce genre de sonorité. Donc là, au niveau de l'amélioration possible du matériel, plus on peut réduire la taille des capteurs, mieux c'est. L'avantage de l'EMA, c'est quand même de pouvoir avoir une représentation tridimensionnelle. C'est la seule mesure, le seul appareil de mesure auquel j'ai été soumis qui pouvait enfin proposer une prise de mesure de la latéralité des sons. Et ça, c'est excellent parce que c'est vraiment encore ce qui nous manque. Je vais aller donc jusqu'à l'IRM que j'ai eu la chance de faire à Nancy. L'IRM, c'est super, on voit tout, mais la question de la latéralité est encore là. Donc, dans l'idée d'une représentation tridimensionnelle de ce qui se passe dans la bouche d'un beatboxer, avec du détail, Emma est excellent pour la modélisation, mais on a quand même un truc encore trop gros, et les câbles, voilà, qui sont très géants. Donc, il faudrait idéalement des cellules plus petites, des capteurs plus petits, et un système sans fil, ce serait merveilleux. Donc, je ne sais pas où on en est, mais bon, on est quand même à l'ère du sans fil. Je ne sais pas comment ça se passe chez ceux qui développent le matériel, mais voilà, je vous donne un retour vraiment critique de ce que j'ai ressenti pour vraiment dire les choses. Nasofibroscopie, bon, intrusive, hein, à l'instar de la gaine d'EVA 2. Contact entre le fibroscope et l'épiglotte pour les vues rapprochées sur les plis vocaux, un peu dur, je vous avoue. Hein, le réflexe vomitif est évident, c'est vraiment... moi, voilà, je le subis. Bon, on a l'avantage d'une vision directe et globale sur la zone laryngopharyngée, évidemment. Voilà, mais là, en termes d'amélioration, je vais vous faire un peu de paralinguistique. J'en sais rien du tout. Je pense qu'on peut faire que ça, quoi. Voilà, il faut mettre cette caméra. Et néanmoins, je pense qu'il est plus pertinent d'observer les choses juste après le voile du palais, d'avoir finalement une vue un peu éloignée, d'avoir quand même toute la zone en activité, plutôt que de chercher à avoir des vues rapprochées, même pour l'observation de la voix saturée, des basses, de plein de choses où ça pourrait, dans l'idée de pertinent, de zoomer sur les plis. Finalement, c'est tellement vite contracté dans toutes les images que j'ai pu voir de moi ou de mes collègues quand j'ai assisté à leur prise de mesure en nasofibroscopie. Je pense qu'une vue éloignée est moins contraignante pour les beatboxers
et donne finalement une vision d'ensemble qui permet à vous de comprendre énormément de choses sur le plan des mécaniques de manière générale. Après, c'est quand même à vous de me le dire, évidemment, je ne fais que suggérer. L'IRM. Alors, pour l'IRM, c'était la première fois où c'est moi qui avais plutôt la sensation d'être intrusif pour la machine. Je suis rentré dedans. Et donc, cette position horizontale n'est pas idéale, mais pas rédhibitoire non plus pour la production des sons. Néanmoins, certains sons qui nécessitent une petite modification de posture peuvent être un peu problématiques. Je pense par exemple aux basses vocales. On a tendance quand même à aller chercher pour la voix saturée. On se penche en avant, hein, on modifie un tout petit peu notre posture, on tire un peu sur les cervicales, on baisse un peu la tête. Là, quand on est avec le plastron posé à l'horizontale, bon, il n'y a pas la possibilité de cette mobilité. Le jeu, c'est d'être le plus immobile possible, évidemment, vous le savez. Donc bon, il y a une partie contraignante là-dessus. Je me suis senti un peu stone. C'était quand même une longue séance, hein, c'était 3 heures, je crois. Non, 2 heures, pardon. J'en rajoute. Non, mais je me suis senti un peu stone. Alors, il y a la position, il y a le noir, il y a le bruit, il y a le rayonnement aussi du champ magnétique, je pense. Voilà. Donc bon, c'est l'avantage en tout cas d'une vue globale. C'est bien une coupe sagittale, c'est ça? Oui. Coupe sagittale qui est absolument savoureuse. Hein. C'était vraiment super de pouvoir découvrir vraiment l'ensemble de toutes les mécaniques, tout voir fonctionner hyper bien. Ça, c'est vraiment génial. Et néanmoins, incomplète pour les sons latérales. Voilà, ça, il faut le dire. On n'a donc pas encore l'outil parfait, je pense. Je vous signale aussi qu'on a eu la présence d'artefacts sur des sons très simples. Par exemple, mes kicks Lavio. Et que j'ai fait faire une nasofibroscopie complémentaire avec Lise Bushman à l'hôpital Foch pour qu'on découvre qu'en fait, j'avais des amygdales énormes qui se touchaient presque lors de ma production de son. Et en fait, voilà, ça a donné lieu à l'apparition d'un artefact. Au début, on se demandait ce que c'était, donc c'était pas un artefact, c'était des amygdales. La production des sons. Donc voilà. Donc du coup, sur la tranche centrale, qui c'est à peu près 1 cm, 1,5 cm, c'est ça? Oui, un peu moins d'1 centimètre. On avait la présence de mes amygdales. J'ai commencé à quelle heure que je me situe un petit peu? Je crois que tu as commencé à moins 20. Moins 20. Ah ouais, j'ai déjà pris une quart d'heure là. Ça va beaucoup trop vite. Bon, alors, je trace. Sur la santé. Alors, par rapport à la santé, un retour que je vous donne sur ma pratique sur de nombreuses années, sur les observations qu'on fait dans la communauté. Moi, je pense que globalement, ce n'est pas dangereux, hein, le beatbox pour l'ensemble de l'appareil phonatoire. Néanmoins, j'ai un petit ressenti sur tout ce qui est voisement agressif. Donc, l'utilisation de la voix de manière inspirée, je pense qu'il faut l'observer pour un phénomène assez simple. Hein, déjà, c'est le fait qu'a priori, on se charge en CO2 et en H2O. C'est-à-dire que l'air qu'on inspire est plus sec que l'air qu'on expire, si j'ai bien suivi. Et pour de bio, puisque c'est beaucoup plus loin. Et donc, en gros, je pense quand même que les plis vocaux fonctionnent mieux avec un petit peu d'eau. Honnêtement, quand je fais des voisements inspirés, je sens mes cordes vocales qui sèchent très vite. Et ça fait partie du peu d'exercices que je peux trouver encore douloureux à mon niveau. Alors, il y a des choses pour le pallier. Par exemple, faire ce qu'on appelle un click roll. Si je fais un roulement de la langue, comme ça, je n'ai pas de douleur. Mais par contre, faire une throat bass inward, si je la fais de manière comme ça, moi, ça devient très vite contraignant. Je ne sais pas, Tico, l'expérience que tu as avec ces sons-là. Voilà. J'observe quand même, je suppute un petit risque sur voilà, l'excès de ces pratiques-là. Sinon, pour vous donner un retour par rapport à la communauté internationale, bon, j'ai eu vent de 2 légendes urbaines. Ce n'est pas des légendes a priori, hein, c'est vraiment 2 beatboxers qui se sont fait un peu du mal un jour. On a Napalm, qui est un beatboxer américain, qui est spécialisé dans l'utilisation du lips roll. Donc, le lips roll, c'est un son qui a émergé ces 5 dernières années, qui est en fin de compte une basse labiale inspirée. Voilà, on tire comme ça en essayant de centrer la commissure des lèvres, on fait vibrer la lèvre inférieure. C'est très à la mode, c'est très utilisé dans les battles. Et du coup, lui, l'a utilisé à l'excès, et donc aujourd'hui, il a un petit décalage de la mâchoire. Donc, ça lui a vraiment changé un peu sa morphologie, et il a une posture de la mâchoire qui a changé. Un autre garçon dont j'ai entendu parler il y a quelques années, là, c'est Pash. Lui, c'est un beatboxer russe qui un jour a fait un concert, qui a hurlé comme jamais,
il a eu une extinction de voix qui a duré 2-3 semaines, et il en est ressorti avec une capacité supplémentaire au niveau de sa voix de sifflet. Lui, il s'est un peu brouillé la voix apparemment, mais du coup, depuis, il peut faire des suraigus en voix expirée qu'il utilise dans ses routines de beatbox. Voilà. Sinon, mes observations personnelles, j'ai parfois des tensions à la cervicale, j'avoue avoir des fois des douleurs à la racine de la langue, ça m'arrive. Et je sens aussi des petits changements parfois. Enfin, j'ai l'impression sur 10 ans de pratique que ma déglutition a un peu évolué, que certains réflexes physio ont un peu bougé. Notamment aussi la musculature excessive du plancher buccal me paraît évidente. Notamment, j'ai un suivi ostéopathique et quand l'ostéo me manipule, j'ai tendance à m'étouffer. C'est-à-dire, quand on manipule le plancher buccal, ça me coupe le voile du palais et je ne peux plus respirer normalement. Voilà. Je me prends alors, bon, 2 minutes. Je suis à peu près à la moitié. Je voulais vous inviter à une réflexion sur l'adaptation fonctionnelle dans le beatbox. Ma question, c'est, on aime bien les questions pertinentes ici, normalement je fais de science. Pourquoi et comment l'appareil phonatoire porté par l'humanité depuis des milliers d'années est-il capable d'imiter des fréquences découvertes il y a seulement quelques dizaines d'années via des machines? Ça, c'est une vraie question qui me tracasse. J'avais été invité par Lise Bushman il y a quelques années à intervenir au Congrès mondial des ORL qui se tenait à Paris. Et je leur avais posé cette question. J'étais un peu rentré dans le mood avec cette question-là. On a quand même dans le beatbox, surtout sur ces 10 dernières années, mais pas que, des exemples concrets de récupération de techniques ou d'invention de techniques qui imitent des styles de musique qui sont nés il y a moins de 10 ans. Je pense à la dubstep. Par exemple, on utilise des basses vocales comme ça, qui sont quand même des basses typiquement électro, qui ont été modulées via des machines récemment. Alors que, bon, paradoxalement, ça s'inspire de la voix saturée et du chant diphonique qui est traditionnel de Mongolie et de certains endroits en Afrique aussi, il y a bien plus longtemps. C'est ancestral. Mais l'utilisation qu'on en a dans le beatbox et les modulations qu'on a, elles sont là pour imiter une musique qui a à peine une vingtaine d'années dans l'histoire de l'humanité, de l'évolution du hip-hop et des musiques électroniques. Un autre exemple très concret, c'est la technique d'un Français qui n'est pas si connu dans la scène actuelle. Je pense à Emric Eno, qui a une technique très à part, qui d'ailleurs ne va rien vous dire. Lui, il imite le filtre techno. Là, on a vraiment la charpente d'un style de musique et d'un son avec un filtre en permanence qu'on appelle le filtre qui se module, qui est typique des sons électroniques. Et donc, ça, c'est pareil. Comment ça se fait qu'on porte ce truc depuis quand même quelques milliers d'années maintenant comment se fait-il qu'on est capable de reproduire, en tout cas la sensation, je ne sais pas si les fréquences, si on comparait vraiment une prise de mesure électronique et une prise de mesure la acoustique humaine, si on a une corrélation parfaite, je ne pense pas. Mais en tout cas, pour le cerveau, pour l'auditeur, le mimétisme est là, l'imitation est bonne. Donc, comment ça se fait? Alors, j'ai un pavé à vous lire, là, je n'aurai pas le temps de le faire. Mais en gros, je prends le risque de vous affirmer, enfin de vous proposer trois choses. Premièrement, je pense que le beatbox est honnêtement une proposition d'un langage universel quasiment ultime au service d'un autre langage universel qu'est la musique. Le phénomène est le suivant, c'est que chaque jour, des protagonistes dans le monde entier de cette discipline créent des mots, des phrases, des paragraphes de cette nouvelle langue. Et de manière intuitive, naturelle, quasi instantanément, bon, grâce à YouTube et Internet quand même, qui n'est pas forcément très naturel, mais ce que je veux dire, c'est que dans le contexte d'aujourd'hui, sociologiquement, ça prolifère immédiatement et les gens se l'approprient sans apprentissage académique. C'est quelque chose qui vraiment prolifère. C'est un savoir, un langage qui fait son parcours comme ça. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, tout le monde peut apprendre ce langage. Vraiment, il faut. Je ne pense pas que ce soit vous les plus durs à convaincre, mais évidemment que tout le monde peut faire quelque chose de bien dans le beatbox. Alors, il y a, bien sûr, on parle des individus qui sont dotés d'un appareil phonatoire fonctionnel. Au début, vous pouvez avoir des difficultés avec tel ou tel son, avoir un accent pour
prendre des termes qui vous parlent peut-être en comparaison au langage parlé, mais tout le monde peut faire quelque chose de bien, voilà, en fonction de sa physionomie, de sa confiance en soi, avec des affinités techniques, mais voilà, ce n'est pas rédhibitoire, en tout cas sur l'ensemble de la pratique, tout le monde peut faire quelque chose de bien à sa manière. Et troisièmement, je trouve que le beatbox est une incroyable leçon de créativité pour l'humanité. Le beatbox a une histoire qui mérite d'être soulignée sur le plan du processus artistique et sur le plan sociologique. Le beatbox est une pulsion créative qui est née par manque de moyens. C'est de l'arte povera, c'est de l'art pauvre. Fin des années 70, pendant l'émergence du mouvement hip-hop, les jeunes des quartiers populaires sont sans moyens, n'ont pas l'argent de se payer des platines, n'ont pas l'argent de se payer, n'ont pas les moyens matériels pour se payer une boîte à rythme. Et donc, les types finissent par avoir l'impulsion d'imiter ces machines pour accompagner les rappeurs du quartier. C'est quand même, on peut s'accorder sur l'idée que c'est né là-dedans, ou tu penses que c'est un peu un fantasme La naissance du terme de human beatbox et de cet aspect multivocalisme. Tout à l'heure, les percussions vocales existaient déjà. Oui, alors on a énormément de représentations dans l'humanité d'arts vocaux qui effectivement sont nos ancêtres, mais par exemple, moi je ne fais pas un lien direct entre le scat jazz et le beatbox. Bien sûr qu'il y a une évolution qui va dans le même sens, il y a une appropriation de l'appareil phonatoire qui va dans le même sens, mais pour moi, entre c'est pas ce qu'on va avant l'apparition du terme de beatbox, il y avait déjà des gens dans les chorales de jazz qui reprenaient les standards de jazz. qui faisaient la batterie. Par les années 20, il y avait déjà des gens qui disaient. Oui, c'était déjà. Après, on est 40 ans avant. On a quand même déjà eu cette impulsion auparavant. Vous voyez, là, c'est un peu le produit de mon fantasme narratif, mais je vais quand même aller au bout. Donc, c'est quand même drôle de constater que ces individus, en tout cas, qui permettent cette émergence et la naissance du terme human beatbox dans le courant hip-hop fin 70, avaient eu les moyens matériels de s'équiper, ils n'auraient pas eu le besoin de créer le human beatbox. Donc, c'est tout aussi drôle de voir à l'inverse que certaines personnes qui disposent d'absolument tous les moyens matériels, financiers et humains pour créer, ont parfois les idées très maigres. En tout cas, il aura donc fallu créer des objets, des machines, des instruments pour découvrir des sonorités et en manquer pour donner l'impulsion à des êtres humains de les imiter. Voilà. Je vais conclure avec les collaborations d'avenir entre science et human beatbox et aussi rebondir sur 2-3 choses sur ta thèse d'hier, mais je ne sais pas si j'ai le temps, Nathalie. Vas-y. Ouais, je peux me permettre. Donc, collaboration d'avenir entre science et human beatbox. Auprès de vous, déjà, j'aimais l'idée, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à Didier Demelin et à Alexis quand on s'est vu à Paris. Est-ce que le beatbox ne permet pas d'entrevoir l'idée d'un API 2.0 ? Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas une ouverture là-dessus par rapport à tout ce que ça amène comme nouvelle mécanique phonatoire? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion qui peut émerger dans cette idée-là? Et autre chose, vraiment la dirigée pour les linguistes, les phonéticiens, les gens du langage, j'observe, moi, dans ma pratique, des superpositions qui sont liées, pour le coup, à ce qui a déjà été défriché dans l'API des langues parlées. Par exemple, sur ce son, le pitch down, quand je l'enseigne à mes élèves, je décris ce son comme étant B, J, Z, I, U. Le B servant d'amorce, ensuite le JZ, qui en sont en fin de compte un endroit où je me mets à l'intersection entre deux consonnes pour avoir cette sonorité. C'est vraiment comme ça que je le perçois par rapport à ma langue parlée et à l'enseignement naturel que j'ai de mon langage. Et ensuite, les voyelles IU qui font l'effet de mouvement. Hein. Parce que là, on imite en fait un vinyle qui s'arrête sur sa tête de lecture. Et qui repart. Donc, ce croisement entre le J et le Z qui donne lieu, là, quand il est bien aiguisé, à un petit sifflement. Donc, ce point vraiment névralgique de croisement entre deux articulations de la langue parlée donne lieu à ce son. Est-ce qu'il n'y en a pas plein d'autres? Je pense qu'il y en a pas plein d'autres. Est-ce qu'avec la connaissance qu'on a déjà en phonétique et sur les limites mécaniques, par exemple, quand je vois la triangulation des voyelles, enfin, la façon dont c'est très clair, le positionnement des déplacements IR, entre l'avant, l'arrière du palais, tout ça, les résonateurs et tout ça, est-ce que vous n'êtes pas capable
d'anticiper d'autres possibilités comme ça de superposition de consonnes, par exemple? Et est-ce que vous n'êtes pas capable aussi de dire ça, ce sera fondamentalement impossible de mélanger tel truc? C'est une autre question que je vous soumets. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'anticipation par rapport à ce que nous, on pourrait découvrir, nous dire ça, ce sera évidemment impossible, et peut-être que ça, vous pourriez le faire. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas se passer la balle comme ça? Je me demande. Et enfin, je vais m'arrêter là-dessus. C'est juste une réaction par rapport à hier. J'en aurais bien fait plein d'autres, mais je vais m'arrêter là, puisque je parle trop. C'est le terme boxem. Moi, j'ai accueilli ça avec bonheur, parce que bon, bah, c'est quand même un terme qui vient donner une valeur institutionnelle quoi, par rapport à l'étude du langage. Non, mais c'est vrai, j'ai accueilli ça plutôt avec le sourire et avec le plaisir. Après, effectivement, j'ai noté ça. Si le but, c'est de faire une parallèle avec le phonème, de ce que je comprends, moi, de mon expertise du beatbox et de ma très maigre connaissance phonétique, je pense qu'il faudrait le segmenter un peu plus, c'est-à-dire qu'un boxem ne peut pas être un son de beatbox, parce que dans les sonorités de beatbox qu'on a, on pourrait décomposer plusieurs mécaniques. Par exemple, si là je vous fais, ou si je vous fais, est-ce que vous avez entendu une différence? Oui, quand même. Okay. Et quelle était cette différence? Le dernier est peut-être pas plus liquide. Ah oui, alors là on est dans des perceptions, ok. Parce que bon là, j'ai fait la même grosse caisse, mais avec une amorce en P, et après c'est une amorce en T. Et donc c'est vrai que ça ne se voit pas bien. Donc c'est pour l'exagérer plus. Je ne sais pas à quel point on peut avoir cette perception-là, mais en tout cas, c'est pour vous dire que même un kick labial, à mon niveau, je peux le dissocier en deux parties. C'est-à-dire il y a la vibration qui fait le timbre et il y a l'attaque. Et donc, qu'est-ce que j'avais noté d'autre pour le… Est-ce qu'au sens musical, ces deux termes sont très différents pour toi? Au sens musical, non. En fait, une séquence. Non, pas du tout. Ils auraient le même rôle. Voilà. Ils auraient le même rôle. On est bien d'accord. C'est parfait. Pour faire le parallèle avec l'API, par exemple, ouais. Tu as plein de diacritiques qui vont spécifier des détails d'un même phonème, d'un même pour le coup, quand on le produit. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, tu peux avoir un P non explosé. Ça reste un E, ouais. mais dont le bruit d'explosion n'est pas audible. Il y a un diacritique pour ça, mais le symbole associé à ce geste articulatoire reste le même. D'accord. Okay. Donc on pourrait envisager un truc de genre. Alors la question du coup intéressante, c'est déjà est-ce qu'on est d'accord sur l'idée que on parle bien du beatbox, enfin, est-ce que la musique est bien un langage? Est-ce que le beatbox est bien un langage au service de la musique? C'est aussi vraiment cette question-là. Ou est-ce qu'on essaye de le voir autrement? Qu'est-ce qu'il y a eu, je ne sais plus, un de vous deux qui lui a posé la question, qu'est-ce qui fait un bon beatboxer? Je serais curieux de savoir aussi pour vous, qu'est-ce qui fait un bon locuteur? Qu'est-ce qui fait un bon locuteur? Voilà. Parce que la dimension musicale est déjà une dimension artistique. Donc, c'est comme quand tu réponds, je crois quand tu as répondu d'abord, quelqu'un qui fait un bon beatboxer fait des sons clean, et juste après, un bon beatboxer est créatif. Et je pense qu'un bon beatboxer fait des sons clean. Si en plus il est créatif, c'est déjà un bon artiste. Un bon musicien. Donc en fait, entre la dimension, non mais c'est vrai que faire vraiment pouvoir s'entendre sur, il y a une convergence des vocabulaires en fait qui est aussi à mener dans tout ça entre le dialogue artistique, le dialogue purement scientifique du langage, le champ lexical aussi strictement beatboxien, split snare, case snare, qui sont des mots qu'on invente pour créer le détail. Mais le boxem, pour moi, pourrait, même si là, du coup, c'est pertinent dans la définition que vous en avez fait, pourrait encore plus rentrer dans le détail de manière chirurgicale parce que on a une façon de nommer nos sons d'une certaine manière, mais dans ces sons-là, on pourrait encore segmenter des fois des parties de sons. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce qui est le plus pertinent. Après, c'est vous les spécialistes du langage. Donc, pour vraiment faire la parallèle la plus pertinente possible et faire coexister les savoirs, je ne sais pas. On s'aidera mutuellement. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.
merci beaucoup, Polo, et puis d'initier aussi cette discussion. Voilà. Finalement, généralement, c'est nous qui posons les questions à l'intervenant, mais là, c'est toi qui poses la question à la salle. Alors, si j'ai bien compris, vous nous avez demandé comment ça se peut que les sons des filtres sont tellement faciles de faire avec la voix. Pas tellement facile. Ma question, c'est surtout d'un point de vue, on porte historiquement notre appareil phonatoire depuis très longtemps, Oui. et les beatboxers viennent révéler sur quelques décennies la possibilité d'imiter des fréquences musicales, Oui. sonores, qui ont été découvertes via des machines il y a très peu de temps. Mais alors, ce que je voudrais vous répondre, c'est que la raison pour la popularité de ces filtres dans les machines, c'est parce que les filtres imitent ce que nous faisons avec la voix. D'accord, donc c'est déjà la machine qui vient substituer l'humain. Si vous vous rappelez des synthétiseurs de Moog, Moog synthesizers. Ah, le Moog. Ok, pardon, les claviers. Alors, il y a les sources, il y a les filtres. C'est directement modéré sur la voix. D'accord, très bien. Ouais. Ça, je ne savais pas du tout. Et c'est pour ça que ces machines-là étaient devenues très populaires rapidement à l'époque. Okay. C'est le fait que ce soit inspiré de la voix humaine qui rendait populaire. D'accord, D'accord. Bon, bah là, on a fait la boucle alors, parce que on a fait les machines inspirées de la voix. Voilà, et puis après, il y a des instruments aussi, comme par exemple la cuica, qui est un instrument mélodique brésilien, qui à la base imite la voix humaine. Avec des techniques de beatbox, on peut très facilement imiter cet instrument qui imite la voix humaine. Et là, pour le coup, c'est inspiré explore. C'est vrai que la cuica fait très très voix dans son signal acoustique. C'est le principe de cet instrument dans la signification de la musique. Qui me fascine d'ailleurs, parce que c'est quand même une tige mouillée tendue sur une peau qu'on frotte avec une éponge. Je ne sais pas si vous voyez la mécanique acoustique de cet instrument, mais c'est assez. Comme une corde vocale. C'est impressionnant. Et aussi, j'ai réfléchi maintenant pendant ces jours que ce que nous faisons en faisant de la parole, c'est très pareil à beatboxing au point de vue de complexité et de rapidité et tout ça. Est-ce que tout le monde l'a pratiqué depuis un an? Mais vous utilisez le même appareil pour faire dans une complètement façon différente. Mais la parole, effectivement, est presque aussi compliquée que le beatboxing. D'accord. Non, bah après, c'est vrai que j'ai la sensation que le côté performatif du beatbox et le fait que, si on fait un petit peu de sociologie, on est quand même fédéré majoritairement par des compétitions, nous les beatboxers. Donc, il faut comprendre que d'une part, ça incite les jeunes beatboxers à travailler pour gagner des compétitions, donc à être dans un dynamisme de performance technique, démonstratif, de vitesse, de puissance, de démonstration. Oui. Voilà. Mais je trouve fascinant que c'est un autre domaine avec le même outil. Ah, bien sûr. C'est incroyable. Et pour autant, les mécanismes sont les mêmes. Comme pour la parole, on apprend à parler en écoutant, en cherchant à reproduire. C'est la même chose. Enfin, toi, tu poses la question justement des chiffres. Je pense aussi pourquoi on est capable de ça, c'est juste parce que c'est ces mécanismes de parole, mais qui de chercher à reproduire. C'est juste que notre cerveau, il est câblé pour dire que tiens, tel son musical plus naturel, je sais pas, un oiseau ou autre. Donc on peut le reproduire, donc tiens, on peut le reproduire. Sur le plan du mimétisme, oui, enfin, moi c'est vrai que ce qui me fascine, c'est vraiment ce parcours du coup de développer une machine pour créer une sonorité à entendre et que entendre cette sonorité, même si elle est inspirée du coup de la voix humaine visiblement avant, moi c'est vrai que pour moi sur le rendu, bon, quand j'entends les filtres de la techno hardcore des années 90-2000, je ne suppute pas sur le moment que c'est inspiré par la voix humaine, honnêtement. Hein, j'entends quelque chose de très industriel, de très voilà, pas très organique quelque part, à mon sens, vraiment d'électronique. Et donc le parcours inverse,
hyper intéressant. Dans les deux sens, ça l'est, mais voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne, et sinon, je regagne ma place. Il n'y a pas l'air d'avoir. Très bien. Ben, merci beaucoup.